micro-organismes dans la carcinogénèse. Et c'est une hypothèse même qui date de la fin du 19e siècle, donc c'est vraiment pas quelque chose de récent. Mais néanmoins, une théorie établie du rôle d'une bactérie en tant que facteur causal de cancer n'a pu être formellement démontrée à ce jour que pour Helicobacter pylori. Et donc, on garde cette hypothèse de façon assez limitée, finalement, dans le domaine de la cancérologie. Donc, si on en revient au cancer du pancréas, comment est-ce que cet intérêt a émergé pour le rôle du microbiote? Eh bien, c'est d'abord venu de constatations épidémiologiques et plus particulièrement concernant les facteurs de risque de cette maladie. Donc, le cancer du pancréas, vous le savez, c'est un vrai problème de santé publique. Il représente d'ici à 2030 la deuxième cause de décès par cancer, tout cancer confondu, juste derrière le cancer du poumon. Et on n'explique pas complètement ni cette évolution épidémiologique, ni les disparités géographiques que l'on peut voir dans l'incidence de ce cancer. On ne les explique pas complètement par les facteurs de risque classiques, à savoir le vieillissement de la population, la consommation de tabac, les facteurs métaboliques type obésité, diabète, l'inflammation chronique du pancréas et l'hérédité. Et donc, c'est dans ce contexte où on recherchait d'autres facteurs de risque qu'on a commencé à s'intéresser donc finalement au rôle des pathogènes dans le développement du cancer du pancréas. Et au départ, on s'est intéressé au rôle des pathogènes donc de la flore orale. Et en fait, il y a des études qui remontent maintenant au début des années 2000 qui avaient établi un lien entre les périodontopathies, donc tout ce qui est gingivite, patient édenté, mauvais état bucco-dentaire, et le risque de développer un cancer du pancréas. Et donc là, je vous présentais une des plus grosses méta-analyses qu'il y avait qui reprenait ces différentes études. Donc au début, c'était plus la pathologie bucco-dentaire sans vraiment s'intéresser spécifiquement aux bactéries, mais dont on voyait qu'elle était associée à un risque accru de développer un cancer du pancréas. Dans les années qui ont suivi, on a vu l'émergence des techniques de détection des bactéries, notamment la PCR, donc pour l'ARN ribosomal 16S, et qui a permis d'étudier un peu plus les bactéries qui étaient en cause. Et on a vu qu'il y avait des différences de composition du microbiome oral et salivaire entre les patients qui développent des cancers du pancréas par rapport au sujet contrôle. Et en particulier, une bactérie qui a attiré pas mal l'attention, c'est Porphyromonas gingivalis, donc qui est impliquée dans ces pathologies périodontales et pour laquelle il a été montré qu'elle était surreprésentée dans la salive des patients atteints de cancer du pancréas et aussi au sein d'une grande cohorte européenne de cancer du pancréas qui s'appelle la cohorte EPIC. Il avait été montré qu'il y avait des taux d'anticorps donc chez les patients atteints de cancer du pancréas dirigés contre cette bactérie qui étaient plus élevés que chez les contrôles, et donc suggérant qu'il y avait une immunisation préalable et la présence de cette bactérie. Concernant le microbiote intestinal, on va dire plus distal, on a mis plus de temps à s'y intéresser. Ce qui avait été observé, c'est des choses non spécifiques, à savoir qu'il y avait une dysbiose associée au fait de développer des cancers du pancréas. Et plus récemment, donc il y a 2 ans de cela, l'équipe de nos collègues espagnols avait identifié une signature donc de profil bactérien associé au cancer du pancréas, donc en faisant des études de métagénomique et de séquençage plus large de l'ARN ribosomal 16S, avec globalement des choses qu'on observe aussi dans beaucoup d'autres maladies, à savoir une augmentation de bactéries pro-inflammatoires et notamment la présence de Fusobacterium, qui avait aussi été décrit comme étant pathogène impliqué dans la carcinogénèse colique, et une diminution des souches bactériennes anti-inflammatoires. Dans les modèles murins, on observe aussi des modifications de microbiote quand on utilise des modèles de souris génétiquement modifiés pour développer spontanément des tumeurs dans leur pancréas. Donc, c'est des souris KPC qui ont des mutations KIRAS et P53 au niveau de leurs cellules acinaires. Et en fait, ce que l'on observe, c'est qu'en même temps qu'elles développent le cancer, il y a cette dysbiose qui s'installe avec la diminution de certaines bactéries anti-inflammatoires comme le lactobacillus, et puis l'augmentation des bactérioïdes, notamment, et donc également des BGN comme l'E. coli, que l'on voit donc devenir prédominant au niveau de la flore intestinale de ces souris. Donc, on a ces modifications du microbiote oral et intestinal qui sont observées
chez les patients atteints de cancer et dans les modèles murins qui développent des cancers du pancréas, mais on sait aussi que ces variations sont non spécifiques et puis qu'elles peuvent être induites par les facteurs de risque en eux-mêmes de cancer du pancréas. L'obésité, le diabète, la pancréatite chronique, la consommation de tabac, d'alcool sont associés à des modifications du microbiote et aussi par certains traitements. Et donc, ce qui n'était pas clair jusque-là, et donc le besoin d'avoir davantage de données, vient du fait qu'on ne sait pas si c'est simplement une association entre le développement de ce cancer et cette modification du microbiote, ou est-ce qu'il y a vraiment un rôle causal du microbiote dans le développement du cancer du pancréas. La question qu'il peut y avoir aussi, c'est est-ce que le microbiote serait une étape mécanistique intermédiaire, comme on disait, comme elle est associée à des facteurs de risque de cancer du pancréas. Il y a un autre versant qui est que les bactéries intestinales peuvent aussi produire des métabolites que l'on peut retrouver au niveau sanguin. Et ces métabolites peuvent avoir un effet indirect, donc au niveau métabolique et immunitaire, et donc notamment par le biais du support se retrouver au niveau du pancréas. Et donc on a des équipes qui se sont intéressées aux signatures métabolomiques et ont pu montrer qu'il y avait des signatures métabolomiques spécifiques chez les patients atteints de cancer du pancréas par rapport à des sujets sains, donc là aussi confortant le rôle en tout cas au moins d'une coexistence d'une modification de la flore et de cette condition du cancer du pancréas, à défaut d'avoir la démonstration d'un rôle causal. Ces facteurs métabolomiques, ils ont été montrés dans des modèles murins, là encore, comme ayant un rôle potentiel également dans la modulation de la réponse à certains traitements. Donc, par exemple, certaines équipes se sont intéressées au TMAO comme métabolite et a montré que ça modulait l'activation immunitaire en intratumoral. Il y a aussi donc des dérivés du tryptophane qui ont été impliqués et également des éléments qui vont moduler l'inflammation locale et la réponse à la chimiothérapie. Donc un effet qui pourrait aussi passer donc indirectement par ces métabolites produits par les bactéries. Et également, on sait que le cancer du pancréas est associé à une fonte musculaire, une sarcopénie, une cachexie chez les patients. Et il a été montré une association entre la composition du microbiote, la production de certains métabolites et cet état cachectique observé chez les patients atteints de cancer du pancréas. Il y a également un rôle de ces bactéries intestinales, là si on reste toujours dans le côté luminal, dans le métabolisme des médicaments. Et donc, notamment dans le cancer du pancréas, on utilise pour le traitement en termes de chimiothérapie l'irinotécan. Et on sait que cet irinotécan a un cycle entérohépatique et est activé sous la forme de sa forme active par donc, le métabolisme par les bactéries luminales intestinales. Et donc, il y a aussi un rôle à la réponse au traitement. Donc là, c'était concernant les données sur le microbiote luminal, on va dire. Et maintenant, si on s'intéresse aux données les plus récentes, elles ont suscité beaucoup d'enthousiasme par les portes qu'elles ouvraient en montrant la présence de bactéries au sein même des cancers du pancréas. Donc ça, c'est une donnée qui date de 2017 avec un papier publié dans Science qui avait montré que dans 3/4 des tumeurs réséquées de patients atteints de cancer du pancréas, on pouvait détecter, donc à la fois au niveau de l'ADN, mais également visualiser la présence de bactéries alors qu'elles étaient beaucoup plus rares dans les tissus non tumoraux, vous voyez environ 15%. Il avait été montré et croisé dans différentes publications que ces bactéries intratumorales étaient essentiellement des gamma-protéobactéries, donc des entérobactéries, des E. coli, des Klebsiella notamment, qui représentaient la classe la plus abondante au sein de ces tumeurs. Il avait aussi été montré que le cancer du pancréas, en termes de composition de microbiote intratumoral, se distinguait par rapport aux autres tumeurs. Globalement, donc la même équipe avait refait un papier dans Science en montrant qu'on trouvait des bactéries dans différents types de cancers avec des signatures un peu différentes d'un cancer à l'autre. Il avait été montré qu'on pouvait aussi trouver ces bactéries sur des prélèvements donc en plus faible quantité, que ce soit dans le liquide des kystes de TIPMP, donc qui sont des lésions précancéreuses qui peuvent dégénérer en cancer du pancréas. Et donc, ils avaient montré qu'il y avait un lien entre la charge bactérienne dans le kyste de TIPMP,
la production de marqueurs inflammatoires et le grade de dysplasie de la TIPMP. Il avait également été montré qu'on pouvait détecter ces bactéries sur des cytoponctions de tumeurs solides et donc que même si elles sont présentes en très faible quantité, ça nous confortait dans l'idée qu'on pouvait les détecter et les étudier. Néanmoins, on va y revenir, c'est un sujet qui reste très, on va dire, délicat parce que la plupart de ces analyses sont des analyses uniquement bioinformatiques basées sur la détection soit au niveau de l'ADN, soit en métatranscriptomique de signatures bactériennes, mais qui sont vraiment dans le domaine du low biomass, c'est-à-dire qu'on a très peu de produits bactériens par opposition aux dérivés eucaryotes. Et donc, on doit passer par des pipelines informatiques de filtres, de décontamination notamment, et de sensibilisation pour détecter les bactéries qui peuvent faire conclure à tort à la présence. Il y a quelques semaines de cela, il y a eu un nouveau papier dans Gut qui infirmait la présence de bactéries au sein de ces lésions de TIPMP et qui évoquait qu'il n'y en avait pas plus que dans le tissu adjacent et qu'il pouvait s'agir probablement plutôt de contaminants que d'un véritable rôle pathogène de ces bactéries. D'où viendraient-elles? En tout cas, on pense donc qu'elles sont transloquées à partir du duodénum, qu'elles remonteraient par voie rétrograde le canal pancréatique. Il y a également des théories qui font qu'elles pourraient emprunter la voie notamment lymphatique depuis des parties plus distales de l'intestin. On est aussi conforté par l'idée d'une translocation depuis la lumière intestinale par des expérimentations chez la souris qui montrent que lorsque l'on gave des souris avec des bactéries fluorescentes, on peut retrouver ensuite ces bactéries dans le pancréas des souris et dans les tumeurs que développent ces souris. Maintenant, si on en vient un petit peu aux liens mécanistiques qui ont été montrés, parce qu'on pourrait se dire elles sont là, mais est-ce qu'elles jouent vraiment un rôle? Donc là, ça s'appuie sur des modèles chez la souris et donc qui à chaque fois se sont intéressés à une espèce bactérienne en particulier et ont un peu forcé le modèle d'une certaine manière puisqu'on gave en fait les souris avec une bactérie donnée. Donc, les premiers éléments qu'on peut, si on reprend un modèle du cancer du pancréas avec la cellule tumorale, puis son micro-environnement, si on s'intéresse d'abord aux modifications au niveau des cellules épithéliales, eh bien, il y a eu un papier encore récemment dans Gut qui a montré que le fameux Porphyromonas gingivalis, lorsqu'on gave des souris avec cette bactérie, on est capable d'induire de la métaplasie acino-canalaire, c'est-à-dire en fait la reprogrammation des cellules acinaires vers un profil donc ductal, qui est, on le sait, une des premières étapes de la carcinogénèse pancréatique et donc d'induire la formation de lésions précancéreuses au niveau de ces cellules épithéliales. Il y a d'autres données, notamment donc la in vitro, qui nous montrent que certaines entérobactéries, certains entérobactères sont capables d'induire des dommages à l'ADN lorsqu'on les co-cultive avec des lignées donc cellulaires de cancer du pancréas. Et donc, il y aurait une génotoxicité potentielle de ces bactéries. Il y a également un effet de changement du comportement de la cellule tumorale une fois établie, de par son interaction avec la bactérie. Donc là aussi, c'est montré un petit peu artificiellement dans des modèles précliniques. On a notamment des données sur le Fusobacterium qui montrent que cette bactérie est capable de rentrer à l'intérieur des cellules tumorales et d'en moduler à la fois la prolifération et la migration dans des modèles, comme vous le voyez là, notamment de sphéroïdes, donc, qui permettent de co-cultiver les cellules tumorales avec les bactéries. Il y a également des données qui sont issues de single-cell RNA-seq. Donc, on est allé regarder le profil ARN des cellules tumorales individuellement et qui ont pu identifier des signatures ARN des cellules tumorales spécifiques de leur contamination, entre guillemets, par des bactéries, de leur infection par des bactéries. Et donc, ce qui renforce l'idée d'une modulation du phénotype tumoral potentiel par l'interaction avec les différentes bactéries intratumorales. Donc là, c'était en se concentrant sur le versant épithélial, mais on sait que dans le cancer du pancréas, la majorité du volume tumoral n'est pas représentée par les cellules tumorales elles-mêmes, mais par le micro-environnement.
Donc, c'est-à-dire tout ce tissu qui est situé autour des cellules tumorales et qui joue un rôle clé pour donner un terreau fertile finalement au développement de la tumeur. Ce micro-environnement, il comprend donc à la fois de la fibrose qui est produite par les fibroblastes, dont on parlait tout à l'heure, dont il existe différents sous-types, et également des cellules immunitaires qui sont majoritairement des cellules inflammatoires et immunosuppressives et qui contribuent à la croissance tumorale. Alors, on a différentes équipes qui ont travaillé sur le rôle des bactéries dans les étapes initiales de la carcinogénèse pancréatique avec différents types de modèles. Et donc là, notamment, donc dans ce modèle cassé, c'est un modèle génétiquement modifié où les cellules acinaires du pancréas n'expriment qu'une mutation KRAS. On sait que dans ce cas-là, il faut énormément de temps pour que les souris développent des lésions précancéreuses puis des cancers. Et ce qu'avait montré cette équipe, c'était que lorsque l'on prenait des modèles de souris axéniques sans microbiote intestinal, il fallait encore plus de temps pour développer des lésions précancéreuses, alors que lorsque l'on faisait ingérer à ces souris des selles issues de souris ayant déjà développé des tumeurs, à ce moment-là, on accélérait la carcinogénèse pancréatique. Ce qui a été montré en termes ensuite de compréhension du mécanisme, c'est que cela semblait être médié par une modulation de l'immunosuppression locale, puisqu'en fait, il y avait moins de cellules lymphocytaires type CD3 autour des lésions précancéreuses des souris qui avaient donc ingéré des selles de souris KPC. Donc, ce qui montre qu'en fait, finalement, les bactéries induiraient une immunosuppression locale qui favoriserait les étapes précoces de la carcinogénèse pancréatique. Une fois qu'on a une tumeur constituée, il y a aussi un rôle à ce moment-là du microbiote et potentiellement intratumoral dans la modulation de la croissance tumorale et médiée par le système immunitaire, qui a pu être étudié dans des modèles de greffe de lignées syngéniques au sein de souris immunocompétentes, donc soit en sous-cutané, soit dans le pancréas des souris. Et ce que l'on voit, c'est que lorsque l'on greffe ces souris et qu'on les traite avec des antibiotiques, ça ralentit la croissance tumorale, donc que ce soit sous-cutanée ou en orthotopique, et c'est associé avec une augmentation des infiltrats immunitaires T et une diminution des infiltrats immunitaires pro-inflammatoires et immunosuppresseurs que sont les macrophages de type M2 et les cellules myélosuppressives dérivées de la moelle. Donc, tout ça pour dire que les bactéries intratumorales pourraient avoir un rôle dans la modulation de la croissance des tumeurs, passant par une modulation du micro-environnement immunitaire. On a également des expériences de transplantation fécale chez la souris. Donc là où il s'agissait d'un modèle donc, de souris pareil avec des greffes syngéniques que l'on a gavé soit avec des selles de patients courts survivants de cancer du pancréas, soit des longs survivants de cancer du pancréas, soit des sujets contrôle. Et ce que l'on observe, c'est que la croissance tumorale, là aussi, est modulée selon le type de transplantation fécale réalisée. Les tumeurs poussent plus vite lorsque les souris ont mangé des selles de patients courts survivants. Elles poussent moins vite lorsqu'elles ont été transplantées avec des selles de patients longs survivants de cancer du pancréas. Et là encore, on observe des associations avec la composition immunitaire intratumorale chez ces souris. Il y a en fait des données qui s'accumulent pour dire que ça passe par un dialogue local entre différents acteurs avec une triangulation entre les cellules tumorales, le micro-environnement et les bactéries. Et notamment le fait que les cellules tumorales auraient la capacité de recruter sélectivement certains types de bactéries en modulant la composition de leur micro-environnement. Et donc, notamment, cette équipe américaine qui s'était intéressée à la composition de la matrice autour des cellules tumorales et qui avait montré que les cellules tumorales, en modifiant la composition du collagène, induisaient le recrutement spécifique de certaines bactéries qui, à leur tour, modulaient le micro-environnement immunitaire. Maintenant que l'on voit donc qu'il y a ces mécanismes, si on en revient aux données chez le patient, comment est-ce que le microbiote est associé aux différents outcomes cliniques? On a des données qui nous montrent que chez les patients atteints de cancer du pancréas, en fonction de leur survie,
ils n'ont pas la même composition de microbiote intratumoral. Et donc, notamment, ce papier avait pu montrer que les patients qui sont longs survivants de cancer du pancréas ont une flore intratumorale plus diverse que les patients courts survivants, comme s'il y avait une sorte de biais de sélection, on va dire, de bactéries chez les patients avec des tumeurs plus agressives par opposition aux patients avec une survie plus prolongée. Ils avaient pu établir une signature qui, chez les patients opérés d'un cancer du pancréas, était associée à une survie prolongée dans différentes cohortes indépendantes. Donc, on observe vraiment cette association. On voit aussi qu'il y a des liens entre la composition du microbiote et les sous-types tumoraux de cancer du pancréas, à savoir qu'au niveau transcriptomique, il a été décrit deux grands types de cancer du pancréas, un type basal qui est plus agressif, de moins bon pronostic et plus résistant au traitement, et un type classique qui est plus épithélial avec un pronostic plus favorable et plus sensible au traitement de chimiothérapie. Et cette équipe avait comparé les signatures de microbiote intratumoral selon le sous-type transcriptomique de cancer du pancréas. Et ils ont montré qu'il y avait une divergence entre les signatures intratumorales selon la prédominance basale ou classique au sein des tumeurs. Donc, du coup, ça pourrait expliquer l'impact pronostic. Et là encore, ça ne résout pas la question de l'association versus la mécanistique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ces signatures de microbiote sont différentes parce que le sous-type prédominant épithélial est différent et que c'est finalement ce sous-type épithélial qui drive le pronostic, ou si le microbiote avait vraiment un rôle mécanistique dans l'agressivité tumorale. On a également des données sur le rôle de ces bactéries dans la modulation de la réponse au traitement. Et en particulier, le premier Science qui était sorti en 2017 avait montré que non seulement il y avait des bactéries présentes au sein des cancers du pancréas, mais aussi que ces souches, en particulier les Klebsiella et les E. coli, produisaient pour certains des isoformes longues de la CDA, qui est l'enzyme qui sert à dégrader la gemcitabine. Et donc, ces bactéries étaient capables de, in vitro, éliminer la gemcitabine, qui est une chimiothérapie qu'on utilise chez les patients opérés d'un cancer du pancréas ou avec une maladie métastatique. Et ils avaient montré dans les modèles murins que lorsqu'ils co-traitaient les souris avec la gemcitabine plus la ciprofloxacine pour éliminer ces bactéries, eh bien, on obtenait un meilleur contrôle tumoral qu'avec donc la gemcitabine seule. Donc, ça a ouvert la porte à se poser des questions sur le rôle de ces bactéries dans la résistance thérapeutique. Et chez l'homme, jusque-là, on dispose que de données observationnelles qui nous montrent que, aussi bien en situation métastatique qu'en situation adjuvante, lorsque les patients traités par gemcitabine reçoivent, pour une raison X ou Y, en parallèle des antibiotiques, eh bien, ils ont une survie sans progression, une survie globale qui est plus prolongée que lorsqu'ils n'en reçoivent pas, ce qui pourrait paraître un peu contre-intuitif parce qu'habituellement, les antibiotiques sont plutôt associés à des outcomes négatifs plutôt qu'une amélioration de la survie des patients en oncologie. Et cet effet est vraiment spécifique de la gemcitabine, puisque lorsque les patients sont traités avec des chimiothérapies à base de 5-FU, on n'observe pas ce bénéfice en survie sans progression et en survie globale. Il y a également un rôle potentiel des bactéries intratumorales dans la modulation de la réponse à l'immunothérapie, donc qui peut sembler tout à fait logique du fait de la modulation des infiltrats immunitaires intratumoraux. Mais malheureusement, dans le cancer du pancréas, l'immunothérapie, jusqu'à ce jour, n'a pas réussi à montrer d'efficacité. Donc, on n'a pas de lien entre l'efficacité de l'immunothérapie et les compositions intratumorales. C'est plutôt une piste de recherche pour lever la résistance à l'immunothérapie. Mais on a des données, en revanche, dans d'autres tumeurs qui sont immunosensibles, donc notamment les mélanomes, qui montrent que certaines souches bactériennes intratumorales sont enrichies chez les patients répondeurs versus les non-répondeurs à l'immuno. Donc, si on fait un petit peu la synthèse de ces données sur le rôle du microbiote dans le cancer du pancréas, donc on l'a vu, il est impliqué dans les étapes précoces de la carcinogénèse par des effets au niveau des cellules épithéliales. Donc, on a vu la métaplasie acino-canalaire, on a vu la génotoxicité. Il y a tout un rôle autour de la modulation du micro-environnement et en particulier du micro-environnement inflammatoire et immunosuppressif qui est le terreau fertile pour le développement de ces lésions précancéreuses puis cancéreuses de cancer du pancréas. Et puis un rôle
dans la résistance thérapeutique, notamment par le métabolisme de la gemcitabine. On a des données qui sortent non seulement sur les bactéries, mais aussi sur les champignons. Et donc, on avait eu un peu des mécanismes similaires qui avaient été décrits pour certaines souches de champignons qui induiraient une inflammation locale autour de ces cellules tumorales de cancer du pancréas et qui sera un facteur promoteur de la carcinogénèse pancréatique. Mais là encore, il faut rester très prudent parce que ces données ont reposé essentiellement sur des données bioinformatiques et puis derrière des modèles expérimentaux pour essayer d'en confirmer le rôle, mais dans des conditions un petit peu plus artificielles que ce qui se passe chez l'homme. Et en l'occurrence, on a pu voir ces gros papiers publiés dans Nature être ensuite infirmés par d'autres équipes qui montraient qu'en fait, dans l'analyse bioinformatique, en remodulant simplement certains paramètres, eh bien, on changeait complètement les conclusions en termes de composition de microbiote dans la tumeur par rapport au tissu sain. Et c'est notamment ce qui avait été montré pour ces fameux papiers sur les champignons, pour lequel il avait initialement été montré qu'il y avait une sorte d'enrichissement donc en certaines signatures au sein de la tumeur par rapport au pancréas sain. Et ensuite, une autre équipe, en reprenant les mêmes données, a montré qu'en fait, c'était un artefact d'analyse bioinformatique et que l'effet disparaissait complètement dès lors qu'on corrigeait cet artefact. Donc, en fait, c'est vraiment un message important. C'est que ces données peuvent avoir l'air très impressionnantes, mais quand on s'appuie que sur ces analyses bioinformatiques, du fait qu'on est dans du contexte d'analyse en low biomasse, il y a un risque important de biais. Et donc, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur des résultats d'analyse d'ARN-CSS, il faut pouvoir combiner ça avec d'autres informations pour avoir confiance dans les résultats que l'on voit. Et donc, notamment, il y a des questions qui restent en suspens au sujet de ces bactéries intratumorales, notamment leur localisation, à savoir que dans, pareil, le deuxième Science qui avait été publié sur les bactéries un peu dans les différents sous-types tumoraux, avait montré que ces bactéries étaient essentiellement intracellulaires, donc en allant jusqu'à la microscopie électronique pour nous montrer la présence des bactéries dans les tumeurs. Alors en sachant que c'est des bactéries qui habituellement ne sont pas connues pour être pathogènes intracellulaires, mais plutôt pour être des bactéries qu'on trouve en extracellulaire. Donc on a du mal à comprendre qu'est-ce qu'elles viennent faire dans les cellules tumorales, autant dans les macrophages, on peut comprendre qu'elles aient pu être boulottées par les macrophages, mais quel est leur rôle au sein de la cellule tumorale, là c'est beaucoup moins clair. Et donc, il y a des débats par rapport à cela, de savoir pourquoi est-ce qu'elles rentrent dans ces cellules tumorales et quelles sont les conséquences biologiques de leur présence au sein des cellules tumorales. L'autre élément qui est sujet à débat, c'est de savoir est-ce que le microbiote tumoral est déterminé plutôt par la tumeur d'origine ou par l'endroit où se développe la lésion métastatique. À savoir qu'il y avait eu des données, notamment autour du fusobacterium dans le cancer du côlon, qui avaient montré que quand une tumeur primitive de cancer du côlon était colonisée à fusobacterium et contenait du fusobacterium, on retrouvait cette bactérie également au niveau des métastases hépatiques des patients. Donc, comme si le micro-environnement bactérien migrait avec les cellules tumorales vers le site métastatique. On a aussi d'autres données, donc justement issues toujours de ce deuxième Science, qui montraient que le microbiote était différent selon les tumeurs primitives. Donc si on suit cette hypothèse, on pourrait se dire que si on compare différentes lésions métastatiques au sein d'un même organe, par exemple des métastases hépatiques de différents cancers, eh bien on pourrait retrouver le type de primitif en fonction de la signature du microbiote. Alors, c'est un travail qu'on a fait justement dans notre équipe avec Marc Imi, qui est étudiant en thèse dans notre équipe. Et il a profité du matériel d'une étude de traitement guidé par le profil moléculaire pour aller reprendre des tumeurs de primitifs différents, donc des cancers du sein, des cancers du poumon, des cancers colorectaux, avec des sites métastatiques différents, des métastases hépatiques, des métastases ganglionnaires et des métastases pulmonaires. Donc, sur la base des données que je vous ai montrées,
on s'attendait à ce que les échantillons se séparent plutôt en fonction du type de la tumeur primitive, mais en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'ils se séparaient plutôt en fonction du site de la biopsie. Donc peut-être qu'il y a une part au départ qui est, on va dire, conditionnée par la tumeur primitive, mais il y a au moins un effet de sélection qui se fait localement dans le tissu de destination pour pouvoir expliquer ces différences que l'on observe en fonction des différents sites. Donc on ne sait pas finalement, quand on considère le microbiote d'une métastase, est-ce qu'il est médié essentiellement par les bactéries qui étaient issues dans la tumeur primitive et qui ont été plus ou moins ensuite sélectionnées localement dans l'organe cible, ou est-ce qu'il y a une part aussi de microbiote de cet organe cible qui vient moduler finalement la signature locale? Donc, il y a beaucoup de challenges qui restent à résoudre pour mieux comprendre exactement le rôle de ces bactéries intratumorales dans les cancers et notamment les cancers du pancréas. Comme je vous le disais, il faut réussir à mieux préciser les algorithmes d'analyse, en particulier bioinformatiques, dans ces contextes d'analyse en low biomasse qui peuvent être source de biais et d'erreurs de conclusion, on va dire, par rapport à la composition bactérienne des échantillons. Et il faut aussi pouvoir développer davantage de données mécanistiques pour nous rendre plus confiants dans les résultats et avoir donc également des possibilités de visualiser la bactérie dans la tumeur. Et donc, c'était notamment ce que font maintenant les papiers les plus récents en utilisant des techniques de type RNA-scope ou l'immunofluorescence et en faisant des modèles, comme je vous montrais, d'organoïdes pour pouvoir étudier précisément les conséquences de l'interaction entre la bactérie et la cellule tumorale pour essayer de renforcer le niveau de preuve et la compréhension mécanistique de ces interactions. Donc, si on en vient aux perspectives de développement en clinique du coup de ces données sur le microbiote en cancérologie et plus particulièrement dans le cancer du pancréas, donc on l'a vu, il y a des données déjà qui émergent en tant que biomarqueurs, que ce soit pronostic ou prédictif de réponse au traitement, mais très probablement que ce sera dans des modèles combinés, c'est-à-dire que pour atteindre la performance maximale, on ne va pas s'appuyer que sur la signature bactérienne, mais on va la compléter par d'autres informations. Là, par exemple, c'était dans le cadre de la prédiction du diagnostic de cancer du pancréas. On voit que la performance diagnostique juste de la signature de microbiote ne devient optimale que lorsqu'on la combine au résultat du CA19-9, donc un autre indicateur, pour pouvoir faire monter la sensibilité et la spécificité des signatures. Donc, très probablement qu'en tant que biomarqueur, ce ne sera pas un marqueur unique, mais l'intégration dans des modèles pour en augmenter la puissance. Ensuite, donc là, c'était sur le côté diagnostic, mais il y a aussi un peu une même réflexion autour des marqueurs prédictifs. Donc, comme je vous disais, pour le cancer du pancréas, il y a toute une discussion autour de la chimiothérapie. Pour l'immunothérapie, on n'a pas vraiment de données dans le cancer du pancréas du fait qu'on n'a pas des répondeurs et des non-répondeurs, puisqu'on n'a pas de répondeurs. Et donc, je vous ai partagé ici les données dans d'autres tumeurs, donc notamment dans les mélanomes, où là, on voit qu'il y a une association entre les signatures donc, de microbiote et la réponse à l'immunothérapie et de premières perspectives d'application thérapeutique en modulant le microbiote intestinal des patients par donc des transplantations notamment donc, de microbiote et qui permettent de moduler la réponse à l'immunothérapie derrière. Et donc, c'est ce qui avait été publié dans un Science il y a quelques années. Et donc, il y a plusieurs essais cliniques qui sont en cours pour essayer de confirmer cette hypothèse de modulation de la réponse à l'immunothérapie par la transplantation fécale. Pour ce qui est des autres méthodes possibles, notamment les probiotiques, donc il faut rester très prudent parce qu'on n'a pas de données qui aient pu montrer de bénéfices de ce type d'intervention en cancérologie, et puis que dans d'autres indications, notamment dans des pathologies inflammatoires comme dans la pancréatite aiguë, on a vu que ces probiotiques n'étaient pas anodins et qui pouvaient même être associés à des risques. Et je vous rappelle que dans la prise en charge de la pancréatite aiguë, il y avait eu un essai dans Lancet en 2008 qui avait montré qu'il y avait davantage de décès chez les patients qui recevaient des probiotiques que les patients du bras contrôle. Et ces décès avaient été attribués à davantage d'ischémie mésentérique. Donc voilà, on n'a pas de bénéfice démontré et ce n'est pas anodin que de manipuler le microbiote de ces patients. Donc il faut vraiment attendre d'avoir
des essais pour nous conforter dans ces pratiques. Bon, on n'a pas d'essai de probiotiques en France actuellement pour le cancer du pancréas, mais je voulais vous partager l'information sur cette étude qui a lieu dans les cancers gastriques, donc qui est coordonnée par nos collègues de Saint-Antoine, en particulier Romain Cohen, qui utilise ce principe de combiner une bactérie à un traitement de chimio-immunothérapie pour en augmenter l'efficacité dans les cancers gastriques métastatiques. Et donc l'étude est en train d'ouvrir et on verra si on arrive à générer comme ça de premières données prospectives en association à la chimio-immuno. Dans le cancer du pancréas, vous disiez, on n'a pas d'études avec les probiotiques, mais on a un essai, on a voulu un petit peu pouvoir faire monter le niveau de preuve par rapport à ces données intrigantes sur les antibiotiques, puisqu'à l'heure actuelle, c'est que des données observationnelles. Et pour savoir si d'associer des antibiotiques à la chimio à base de gemcitabine est bénéfique ou délétère pour nos patients, eh bien, il faut aller vers une étude interventionnelle. Et donc, c'est tout l'objet de cette étude Panoramix, qui est une étude donc, nationale multicentrique qui a été validée par l'intergroupe Prodige et dans laquelle, en fait, on va, au moment de la deuxième ligne de traitement de ces patients, les randomiser entre une chimiothérapie à base de gemcitabine associée soit à de la ciprofloxacine, alors en s'appuyant sur les données en fait, chez la souris, hein, c'était avec cet antibiotique-là qui avait le plus de rationnel préclinique, soit associé à un placebo. Et donc, pour essayer de limiter au maximum les effets délétères de cette antibiothérapie, elle est donnée pour un temps très court, à savoir que les patients ne reçoivent la ciprofloxacine que le jour de la chimiothérapie, donc un comprimé le matin, un comprimé le soir. Et ensuite, on les laisse sans antibiotiques, bien sûr, pour éviter de sélectionner des bactéries résistantes au long cours. Voilà, donc les messages importants donc, que l'on retient de ces différentes données, c'est que donc on a des modifications du microbiote intestinal et intrapancréatique qui ont été montrées au cours de la carcinogénèse pancréatique, qu'on a des données à partir des modèles animaux qui sont en faveur d'un rôle mécanistique de ces bactéries, en particulier dans la modulation du micro-environnement immunitaire et également dans la reprogrammation des cellules épithéliales. Mais on a besoin de davantage de données précliniques, on a besoin d'études interventionnelles cliniques pour nous conforter là-dedans et pour pouvoir vraiment mettre ça en pratique auprès de nos patients. Mais ça reste donc une piste de recherche d'intérêt, mais qui sera très probablement aussi bien en tant que biomarqueur qu'en tant qu'intervention thérapeutique à intégrer dans des approches multimodales et pas isolément, donc à la fois pour être plus puissant en termes de biomarqueurs et puis pour avoir le maximum d'efficacité en termes d'intervention thérapeutique. Et donc là, c'était pour vous rappeler que justement, dans le cancer du pancréas, pour essayer d'avoir le maximum de bénéfices pour nos patients, il faut vraiment avoir cette approche un peu en poupée russe, où on cible la cellule tumorale, mais aussi son micro-environnement, et dans un cadre plus large, les paramètres liés à l'hôte. Voilà, et donc je vous remercie, et je remercie tous les membres de mon équipe qui nous permettent de développer ces travaux, à la fois l'équipe clinique et l'équipe au laboratoire, sur cette thématique du microbiote dans le cancer du pancréas. Merci beaucoup, Cindy. Plus de 55 personnes qui ont participé et qui participent à ce webinaire. Quelques questions dans le Q&A. Peut-être Sophie, je ne sais pas si tu avais des questions avant qu'on passe au Q&A. Alors, il faut que tu... Ouais, Je n'ai pas de questions brûlantes. d'accord. Je vais te laisser peut-être commenter les Alors, noms qui sont très précises. ouais. D'abord, merci encore Cindy. C'est un vrai tour de force de parler du microbiote dans toutes ses dimensions, que ce soit luminal, intratumoral, avec toutes les limites que tu nous as dites, en termes de diagnostic, de pronostic et de potentielles pistes thérapeutiques. Donc, c'était vraiment un très, très beau panorama. Merci beaucoup. Il y a le petit sondage auquel je vous invite tous les participants à répondre et je vous en remercie par avance. Et on a les premières questions. Je ne sais pas, si tu peux ouvrir le Q&A, tu vas voir, les questions, elles sont en anglais au départ. Alors,
Alors, la première question, donc, Ouais. concernant les épitopes pour le Porphyromonas et le Fusobacterium. Alors, non, justement, il y a des équipes qui ont soulevé des premières pistes sur certaines protéines bactériennes qui pourraient être responsables des éléments d'immunosuppression, notamment pour le Porphyromonas gingivalis. Mais à l'heure actuelle, on n'en a pas de démonstration, on va dire, avérée. Mais en effet, cette question, elle est très bonne parce que on se doute bien que le ciblage de ces bactéries par les antibiotiques, c'est pas la piste la plus prometteuse parce que c'est assez dirty, on va dire, comme approche, et puis qu'on va forcément se heurter à des problématiques de sélection de souches qui vont prendre le relais finalement de la souche qu'on ciblait initialement. Et donc, ce vers quoi on doit essayer d'avancer, c'est d'identifier le mécanisme moléculaire par lequel la bactérie module la cellule tumorale ou son micro-environnement pour peut-être cibler plus finement directement ce mécanisme plutôt que la bactérie elle-même. Donc, c'est pour ça que c'est si important d'avoir aussi ces modèles précliniques pour pouvoir développer voilà, des stratégies thérapeutiques qui soient les plus pertinentes possibles. Et pour aller un petit peu plus loin dans cette question-là, épitope antigène, bah, ça peut être des motifs moléculaires portés par les bactéries qui sont présentes et qui sont trappées, peut-être dans le stroma, peut-être dans la tumeur. Donc ça, c'est ce que tu nous as montré. Mais est-ce qu'elles sont vivantes? Est-ce qu'elles collectivement produisent des molécules qui seraient vraiment les molécules qui seraient à identifier? Ça reste aussi challenging de voir ça, peut-être. Parce il y a aussi cette question de quand elles sont présentes en intratumoral, est-ce Ah, qu'elles sont vivantes et qu'elles ouais. ont vraiment une fonction biologique? Voilà, ça reste une grosse part d'ombre par rapport à tout ça. Ensuite, il y a une question d'Amine, toujours Amine, en Hmm. anglais, qui nous demande Alors, est-ce que c'est en une effet, bactérie ou plusieurs bactéries qui sont impliquées dans le développement du cancer du pancréas? tout à fait. En fait, à chaque fois, les différentes expériences qu'on a en préclinique, ils prennent le parti de gaver les souris avec une bactérie et donc un peu de forcer le modèle avec une bactérie, alors que tout à fait, on est dans un écosystème avec un équilibre entre différentes espèces bactériennes et un équilibre qui est dynamique. Donc, il y a à la fois cette problématique de réussir à modéliser un système où il y aurait plusieurs bactéries impliquées. Par exemple, le dernier papier qui était sorti sur le Porphyromonas, il avait montré aussi que le fait de gaver les souris avec le Porphyromonas avait un effet derrière rémanent sur l'équilibre avec les autres espèces bactériennes. Donc, en fait, quand on module une bactérie, on ne module pas qu'une seule bactérie, on est dans un équilibre avec les autres bactéries présentes. Et donc, ça, c'est un obstacle de plus pour pouvoir faire émerger des données mécanistiques. Et puis, comme je le disais, c'est dynamique, à savoir que les bactéries qu'on identifie dans les étapes précoces de la carcinogénèse, et notamment on parlait du Porphyromonas, donc lui, il a été plutôt établi sur les premières étapes, l'immunosuppression qui donne une situation favorable au développement de la tumeur à sa phase initiale. Mais après, quand on regarde les papiers de signature métatranscriptomique ou d'ARN 16S dans les tumeurs établies, il sort absolument plus comme un top hit. On a l'impression qu'il disparaît en fait par la suite. Donc en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas voilà, comme ça, différentes phases dans le développement Ouais. tumoral avec un rôle plus marqué à certaines étapes plutôt que d'autres. Et donc ça aussi, c'est un gros challenge en termes de compréhension et de modélisation voilà, de ces interactions. On peut continuer sur les questions des webinaires dans le Q&A si tu veux regarder. Alors, le Ah, Kraken, c'est justement un des pipelines d'analyse bioinformatique, qui fait partie des pipelines qui sont utilisés pour analyser ces bactéries. Alors, les papiers justement de single cell ou d'analyse transtumorale qui ont pu être remis en question utilisaient le Kraken. Donc, en fait, il faut rester très prudent sur ces algorithmes. Je ne suis pas la
plus experte en bioinformatique, donc je ne rentrerai pas dans les détails par rapport à ça, mais c'est vrai que voilà, ça a été une des sources de discussion, les papiers qui se sont basés sur cette méthodologie et la réalité de ce qu'ils ont pu conclure en termes de composition bactérienne. Pour résumer, enfin, la question, c'était effectivement si certains algorithmes de traitement des données Qui peuvent induire des peuvent mutations. expliquer ces biais. Mais, donc, on n'a pas l'air totalement convaincu qu'il y ait des bactéries vivantes dans l'environnement tumoral ou intratumoral. Toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'il faudrait pour nous convaincre totalement? Ben, je pense qu'on manque d'analyse bien conduite sur les échantillons de patients. En fait, il y a eu des papiers beaucoup plus convaincants sur le cancer colorectal, hein, justement. Hmm. Et la problématique qu'on a dans le cancer du pancréas, c'est que ce qui nous intéresse surtout, c'est les patients métastatiques, parce qu'en fait, c'est eux qui représentent la majorité des patients atteints par cette maladie, et puis pour lesquels on a des vrais enjeux thérapeutiques. Et le problème, c'est qu'on a des problématiques de quantité et de qualité du matériel tissulaire Hmm. qu'on peut analyser, parce que c'est souvent des petits prélèvements. Et donc, je pense qu'il faut vraiment réussir à exploiter au mieux ces prélèvements et à s'appuyer sur les études ancillaires des essais cliniques qui ont pu être réalisés jusque-là, y compris les essais négatifs. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire au sein de mon équipe, de récupérer les données ancillaires de ces essais pour pouvoir y mener dessus les analyses et faire déjà un lien en termes d'association pour Hmm. savoir est-ce qu'on peut se conforter ou pas sur un rôle de ces bactéries. Et ce ne sera pas suffisant en soi. En effet, derrière, il faut qu'on arrive à avoir davantage d'informations mécanistiques. Bah, du coup, dans cette perspective, il y a une question de Pascal Serror qui est: prévoyez-vous d'analyser les microbiotes des patients de Hmm. l'étude Panoramix? Oui, tout à fait. Ça fait partie des analyses ancillaires qui sont prévues. Donc, il y a une partie ancillaire auprès d'Arisocol pour le côté microbiote intestinal des patients. Par contre, le microbiote intratumoral, ben, on comprend bien que ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas Hmm. faire des biopsies séquentielles chez ces patients. Voilà, on aura la composition du microbiote tumoral sur la biopsie diagnostique initiale. Et par contre, en longitudinal, on s'appuiera sur le microbiote fécal des patients. Et la ciprofloxacine, en une prise, ça gagne le tissu intratumoral. Alors là, alors, de la même manière, il n'y a pas des données de PK pour pouvoir bien dire les choses, mais en fait, on a travaillé pour le plan d'administration des antibiotiques avec Victoire de la Tour, donc, qui connaît bien les quinolones. Euh, et, Ouais. et en fait, la double information dont on a tenu compte, c'est un, que les quinolones diffusent très vite dans les parenchymes et dans les tissus, et que par ailleurs, ils ont un effet rémanent très prolongé. Donc, c'est la raison pour laquelle on a jugé que c'était mieux de rester sur une durée la plus courte possible, parce que par contre, il y a eu aussi plusieurs warnings par rapport à l'utilisation des quinolones, notamment en termes de complications Hmm. tendineuses, Ouais, etc. ouais. Et aussi Cardiaque. voilà, de sélection de bactéries résistantes. Hmm. Donc, on a pris le parti de faire plutôt un traitement court pour avoir plus de chances de passer auprès aussi des autorités réglementaires. Il y a une question d'Oscar Guiton-Camp qui vous remercie pour la présentation et se demande si le gavage avec des bactéries d'intérêt avait été fait avec des bactéries mortes ou pas, pour voir s'il fallait de l'activité bactérienne ou si la simple présence était suffisante. Alors, c'est une bonne question. Non, à chaque fois, ils ont gavé avec des bactéries vivantes. Donc, il n'y a pas eu à ma connaissance, d'expérience où ils utilisaient la bactérie morte pour pouvoir voir en effet si c'était une question de motif simplement antigénique, comme on disait tout à l'heure, ou D'accord. de rôle biologique. Après, il y avait une autre question. Quelle serait selon vous la meilleure utilisation du microbiote sur un angle diagnostique ou pronostic ou de réponse au traitement par chimio, peut-être suivant le microbiote intestinal, oral ou tumoral? Hmm. Quel Euh, topo. donc, en fait, je- alors,
encore une fois, hein, je pense qu'il y a différentes applications qui sont possibles. Le côté biomarqueur peut être intéressant, même s'il n'est pas directement impliqué d'un point de vue mécanistique, parce qu'on a ces problèmes d'accessibilité au pancréas. Et donc, si on pouvait avoir un surrogate salivaire ou fécal pour nous orienter vers une meilleure stratification des patients, ce serait quelque chose d'intéressant. Néanmoins, il y a tellement de facteurs qui impactent le microbiote par ailleurs que c'est ce qu'on disait. Je pense que ce ne sera pas isolément, mais dans des modèles avec d'autres paramètres qui sont en ligne de compte. Pour le côté chimiothérapie, on aimerait bien que ce soit au-delà simplement de la prédiction de la réponse et que ce soit comment améliorer l'efficacité de ces traitements. Mais là, à l'heure actuelle, on a vraiment besoin d'avoir davantage de données prospectives. Et encore, les peu de données que l'on a observationnelles sont plutôt avec, comme on disait, les antibiotiques. Et ce n'est pas à mes yeux la meilleure approche, c'est simplement que c'est celle qui est la plus simple à développer pour le moment. Mais à l'avenir, c'est clair que d'un point de vue scientifique, ce sera plus satisfaisant d'identifier le mécanisme sous-jacent et de cibler ce mécanisme plutôt que d'éliminer donc trop largement les bactéries par des antibiotiques. Et il y a, en tout cas en France, ton essai que tu mènes avec l'équinolone dans le Mhm. pancréas et puis l'essai de Romain avec, dans le cancer de l'estomac et Bon. un probiotique de nouvelle génération. Alors, une question peut-être plus précise, je ne sais pas s'il y en a d'autres actuellement en France, mais peut-être pour moduler la réponse à la chimiothérapie. Dans le cancer De, du pancréas, en tout cas pas non, cancer du pancréas, non, mais peut-être dans d'autres cancers, peut-être la TMF dans d'autres cancers pour oui, améliorer. ben, on le disait, pour les tumeurs qui sont traitées par immunothérapie, il y a davantage de Mm. rationnel. Ok. Il y a aussi certaines équipes qui travaillent sur certains régimes alimentaires pour moduler Ah. la flore intestinale et par ce Mm. biais-là la réponse, mais j'ai Mm. beaucoup de réserves par rapport à tous ces Ouais, c'est tellement régimes indirect. Ouais. oncologiques. Là, Voilà. il y a une question plus ciblée sur les fibroblastes associés au cancer, peut-être que tu connais bien. Est-ce qu'il y a Mhm. des travaux qui regardent l'influence potentielle entre le microbiote intestinal ou tumoral et ce groupe particulier de cellules? Bah, c'est justement la thématique de travail de Marc, notre étudiant en thèse, c'était justement de faire le croisement entre ces données sur les sous-types de fibroblastes et la composition bactérienne, parce qu'en effet, on observe qu'il y a un lien entre les sous-types de fibroblastes et le micro-environnement immunitaire. On observe qu'il y a un lien entre le micro-environnement immunitaire et les bactéries, et donc Mhm. on se dit, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une explication par la modulation des sous-types de fibroblastes en fonction des bactéries qui les entourent, surtout qu'il a été décrit la présence de récepteurs type TLR sur certains sous-types de fibroblastes. Et donc là, le travail de Marc, c'est qu'il croise justement à partir d'échantillons humains les données donc de séquençage en ARN pour rechercher les bactéries avec donc les signatures de fibroblastes. Mais en fait, c'est vraiment des travaux qui nécessitent d'aller avec la résolution spatiale parce qu'il y a de l'hétérogénéité intratumorale dans le cancer du pancréas. Notamment, on sait, par exemple, que les conditions métaboliques d'hypoxie ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Et donc, on se doute Mhm. bien qu'on va devoir raisonner à une échelle vraiment de sub-micro-environnement, ce qu'on appelle, parce que quand on fait des analyses en bulk, on ne peut rien en tirer. D'accord. Euh, il nous reste quelques minutes. Je crois qu'on va remercier Sophie Georgiana Vial pour la co-animation parce qu'elle est en congrès. On la remercie beaucoup d'avoir été présente aujourd'hui. Elle va devoir nous quitter un peu plus tôt que la fin du webinaire. Voilà. S'il y reste une question, alors je pense que c'est lien entre ces bactéries, je pense que c'est les bactéries qui ont été impliquées, peut-être, je pense, le fuseau et les porphyromonas peut-être, et le leaky gut ou l'endoxonomie ou le taux de LPS élevé, c'est un petit peu la même chose. Est-ce que ce sont des bactéries qui ont été impliquées dans des anomalies de la barrière intestinale? Alors, je pense qu'on n'a pas de données vraiment spécifiquement menées sur la perméabilité intestinale dans le cancer du pancréas, qu'il est certain qu'elle est altérée parce que entre les problématiques nutritionnelles de ces patients qui les fragilisent de ce point de vue-là et les chimiothérapies qu'on utilise qui ont aussi un effet de fragilisation de la barrière intestinale, il y a probablement un lien.
Mais en tout cas, il n'a pas été, voilà, il n'y a pas eu les différentes études que je vous ai montrées qui ont étudié la composition bactérienne chez les patients. Elles reposent très essentiellement et quasi exclusivement sur des séries chirurgicales. Donc, des patients qui ont été réséqués de leur cancer du pancréas sans traitement préalable. Et donc là encore, on n'a qu'une vision un peu borgne de la C'est un situation. sous-groupe, ouais. On ne C'est voit assez pas ce rare. qui se passe C'est chez le moins, patient métastatique dénutri et qui reçoit de la chimio. c'est moins de 5% des cancers du pancréas, finalement. Ah, c'est 5, 10% ouais, des patients qui peuvent être opérés. Ouais. Ok. Je veux bien que tu te déconnectes pour qu'on puisse afficher avec Nina les futures réunions, car je crois qu'il est temps de conclure, de te remercier, Cindy. En plus, un heureux événement va bientôt arriver. Alors, tu pourras peut-être pas te joindre à nous le 14 mai où il y aura une session spéciale. On pourra reposer toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre et peut-être même celles auxquelles on a répondu pour tout le monde dans vraiment une séance qui marche bien généralement sur questions-réponses avec tous les présentateurs, tous les orateurs de ce webinaire. Et mais peut-être pas toi, Cindy, que je remercie encore pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je serai absent, mais Harry Sokol vous présentera les Mickey et le rôle du microbiote intestinal. Donc ça risque aussi d'être passionnant et très informatif. Et il me reste à remercier Mina pour l'assistance technique, l'organisation des webinaires, encore Cindy pour sa présence et ta magnifique présentation, et à vous retrouver bientôt, pas la semaine prochaine, mais lors des printemps du printemps du microbiote. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Cindy. Merci Philippe. À bientôt.